Clôture de la conférence mondiale du cacao à Berlin en Allemagne. L'entreprise Azito OEM célèbre la journée internationale de la lutte contre le paludisme. Le trophée de la 3e édition du challenge social Lonassi décerné à Setou Banoro. Et puis, la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Béthié revisite Jean-Marie Adiafi. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La grande messe du cacao vient de fermer ses portes à Berlin, en Allemagne. Tous les acteurs de l'industrie du cacao et du chocolat s'y sont rendus pour trouver solution à la baisse du revenu du petit producteur. Une déclaration dite de Berlin veut contraindre les parties à des actions à même d'aider les producteurs à avoir le juste prix du kilogramme de la fève de cacao, nos envoyés spéciaux. Après 3 jours d'assises, Berlin, la capitale de l'Allemagne, a baissé les rideaux sur la 4e édition du Forum mondial sur le cacao. 72 heures pour réfléchir aux solutions idoines à la baisse du revenu des petits producteurs. 1500 participants, 65 pays présents. 3 jours de travaux, des travaux dont les résolutions sont contenues dans ce qu'il est convenu d'appeler la déclaration de Berlin. Cette déclaration, à mon avis, pour la première fois, indique de manière claire et sans détour un certain nombre de responsabilités. Pour donner un exemple, nous avions, lors de plusieurs éditions, discuté des lois anticompétitives. Ces lois qui empêchent l'industrie de discuter de la question des prix. Sous prétexte que ce seraient des mesures non contraires à la compétition. Pour la première fois, on a mis le doigt sur la plaie pour indiquer qu'on ne peut pas du tout occulter ce qui est l'élément central même de la durabilité dans le secteur du cacao, c'est-à-dire la question des prix. Nous avons également examiné la nécessité pour les pays consommateurs, puisque nos analyses l'ont démontré, sur 100 milliards de dollars que représente l'économie du chocolat et de ses produits dérivés, les producteurs perçoivent 6 milliards et en termes de revenus fiscaux, nous sommes à 15 milliards. Donc nous avons pour la première fois donné ces chiffres et exhorté les gouvernements des pays consommateurs à faire en sorte qu'une partie de cette manne fiscale, on va dire, soit réinjectée dans des activités au profit des producteurs dans les différents pays. Donc ce sont autant d'aspects qui sont novateurs dans le cadre de cette conférence mondiale. 5 ministres en charge du commerce de pays producteurs se sont félicités des conclusions des travaux. Le point de satisfaction, c'est déjà le succès même de la conférence, qui a eu quand même la participation de plus de 1500 participants, de différents acteurs de toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire des producteurs jusqu'aux consommateurs, en passant par les industriels, avec également la présence des États. Et nous avons eu également aussi la présence effective de plus de 65 États, je veux dire, desquels sont venus en fait tous ces participants. Et lorsque vous avez pu noter la déclaration de Berlin, il y a un point important qui est le point 1, et le point sur lequel nous avons insisté lors de notre allocution le jour de l'ouverture de cette conférence, ça porte sur l'amélioration du revenu des producteurs et des cacaoculteurs. Donc je pense que c'est le point 1 en termes de recommandations et nous souhaitons que toutes les résolutions qui ont été arrêtées aujourd'hui, portant aussi bien sur la revalorisation des revenus des cacaoculteurs, sur tout ce qui concerne la problématique du travail des enfants, la problématique de l'agroforesterie, de la transparence dans la filière, que toutes ces résolutions soient des résolutions engageantes. Une soirée de distinction des acteurs de la filière cacao a été l'un des temps forts de cette 4e édition de la conférence mondiale sur le cacao. Comme vous le voyez, le prix du kilogramme de cacao, qui a baissé d'environ 40% l'année dernière, a dominé les assises de Berlin. À la fin de la conférence mondiale, notre équipe de reporters sur place a recueilli quelques réactions. Il y a une prise de conscience de façon évidente sur un certain nombre de points qui nous apparaissent comme des points fondamentaux, notamment la rémunération des producteurs, la transparence du marché,
nous, c'était des points clés. Ils sont repris dans la déclaration de Berlin. Et donc, nous pouvons penser que le travail qui a été fait pendant 3 jours n'a pas été inutile. I think it's very good that all stakeholders came together and debate the problems once again. So I think this is one of my wishes, that we come into action and not always debate about the problems we certainly know since a couple of years. So I hope that we get into progress and hope that we find drivers who run the system. Oui, si j'ai dit oui, il y a eu des initiatives, mais ces initiatives-là ne vont pas directement aux producteurs. Il y a eu trop d'intervenants, trop d'intermédiaires. Et quand c'est comme ça, le producteur est lésé dans l'affaire, parce que les intermédiaires préservent leurs intérêts au détriment des vrais producteurs de base. Quand le prix chute, les producteurs veulent avoir plus de produits pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc quand tu veux avoir plus de produits, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis la forêt pour agrandir ta plantation, pour avoir beaucoup de produits, pour pouvoir rattraper la perte. Mais quand les prix montent, vous voyez tout de suite qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de quantité, et on a beaucoup d'argent et on arrive à subvenir à ses besoins. Mais les chutes de prix enverra beaucoup la destruction de la forêt et le changement climatique va continuer. Vous allez voir que l'environnement va être touché à cause de ce changement de prix. Il faut que les bailleurs prennent les femmes en charge. Parce que les femmes, dans la chaîne de valeur, les femmes sont très importantes. Et puis, pour être complet sur la conférence mondiale du cacao à Berlin, en Allemagne, un atelier qui a été le coup de cœur de la rencontre, celui portant sur la diversification des cultures comme solution à la durabilité de l'économie cacaoyère. Ce business model est l'œuvre d'un jeune acteur ivoirien qui nous dit ici pourquoi les industriels gagneraient à financer la diversité des cultures des producteurs de cacao. On écoute. Nous sommes dans une filière cacao qui est confronté à beaucoup de problèmes. Il faut donc regarder la problématique sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous avons le producteur qui produit la fève, nous avons les acteurs de l'industrie qui sont intéressés, qui sont concernés par la problématique d'approvisionnement. Donc il faut pouvoir régler le problème de chacun des acteurs de la chaîne de valeur pour que l'ensemble de l'économie cacaoyère puisse aller vers la durabilité. Donc la problématique qui se pose au niveau du producteur, c'est plutôt la problématique des revenus. Comment accroître son niveau de revenus qui lui permette de pouvoir vivre correctement et continuer à avoir envie de rester dans la cacaoculture. Mais en même temps, nous avons la problématique de la sécurisation de l'approvisionnement de l'industrie. Donc à partir de la diversification, nous allons créer des sources de revenus additionnels aux producteurs de cacao qui lui permettra évidemment de continuer à faire de la cacaoculture de sorte qu'on puisse garantir à l'industrie son approvisionnement. Donc en clair, la diversification est une opportunité. C'était Jean-Charles Sibayi et Lignon Gilbert depuis Berlin en Allemagne. Et maintenant, direction la Côte d'Ivoire où nous parlons d'emploi. L'Agence Emploi Jeunes vient de procéder au lancement de ses programmes de mise en stage. Pour l'édition 2018, ce sont 17 000 jeunes Ivoiriens qui vont bénéficier des programmes de stage pré-emploi et de validation des diplômes universitaires. Cette initiative est de créer des conditions d'insertion professionnelle des jeunes. Lawani Babatunde, Marie-Série. En Côte d'Ivoire, l'insertion professionnelle suscite un réel engouement, comme en témoignent ces images filmées au lancement des programmes de mise en stage par l'Agence Emploi Jeunes. La salle à louer pour l'occasion s'est avérée trop exiguë pour contenir les nombreux jeunes venus postuler pour bénéficier soit d'un stage pré-emploi ou d'un stage de validation de diplôme. L'intérêt pour nous, c'est de faire en sorte qu'on ait de moins en moins de jeunes qui n'aient pas les compétences à vendre sur le marché du travail. Donc, chaque année, c'est un programme qui est lancé. Et la leçon qu'on peut tirer déjà de l'édition dernière, c'est que sur un objectif de 4050 jeunes, on en a fait plus de 4250. Donc, on a un objectif de 105%. Les entreprises ont un engouement. Deuxième leçon, c'est que les statistiques nous montrent dans le suivi que près de 80% de ces jeunes-là qui ont su bien se comporter ont pu obtenir au moins un CDD au niveau de l'entreprise.
Cette année, 17 000 jeunes vont intégrer le monde professionnel pour une première expérience ou pour valider leur diplôme. Les anciens bénéficiaires de ces programmes de mise en stage ont pour la plupart aujourd'hui obtenu un contrat dans les entreprises. C'est avec fierté qu'ils témoignent et invitent la jeunesse à s'inscrire massivement à ces différents programmes. Je suis à CESMA, au cabinet CESMA. Je suis entrée en tant que stagiaire comptable. Après 1 an, actuellement je suis en CDD. J'ai entendu de bouche à oreille comme mes précédents parler d'emploi jeune à l'époque. Donc je me suis inscrite en ligne et j'ai postulé plusieurs fois. Et actuellement où je suis, lorsque je me suis inscrite, on m'a dit de venir déposer physiquement le CV. C'est ce que j'ai fait. Et après, l'agence m'a appelé pour me dire que le directeur de CESMA allait rentrer en contact avec moi pour que je vienne m'entretenir avec lui. Et c'est comme ça, c'est parti. Je suis conseiller client à PCCI Côte d'Ivoire. Pour arriver à PCCI Côte d'Ivoire, j'ai postulé simplement. Je suis allé sur le site de l'AEJ, j'ai postulé. Il faut préciser que je ne connaissais personne au préalable. C'est-à-dire que ce n'est pas par le biais de quelqu'un que je suis là où je suis actuellement. En Côte d'Ivoire, les programmes de mise en stage sont de 3 catégories. Le programme d'aide à l'embauche et le projet emploi jeunes et développement de compétences sont destinés à renforcer l'employabilité des jeunes. Le programme national de stage jeunes a, lui, l'objectif de mettre en stage des jeunes admissibles à différents diplômes dans le but de les valider. Elle se nomme Setou Banoro, elle est journaliste. Elle a enlevé le trophée de la 3e édition Challenge Social Lonasi. La cérémonie de remise de récompense a eu pour cadre le siège de l'institution dans la commune de Marcory à Abidjan. On écoute Jérémy Aouri. Grossesse en milieu scolaire. La pauvreté, mère de tous les vices. C'est l'intitulé de l'article plébiscité par le jury qui a posé son choix sur Setou Banoro avec une note de 49 sur 60. Journaliste à Fratmat, elle s'est vue décerner le trophée de la 3e remise de la 2e édition du challenge social Lonasi, un concours destiné à primer le meilleur article de presse à caractère social. Setou Banoro, habitué au concours de stimulation, en plus de son trophée en poche, non seulement la somme de 500 000 francs, mais également en bonus le super lot de 500 000 francs CFA, soit un total d'1 million de francs CFA. Empêché pour des raisons de santé, c'est sa consoeur Emeline P. Amangwa de la même rédaction qui a dû réceptionner son trophée. Des articles de presse de qualité dans les domaines de l'éducation, l'environnement, la santé. Et la Lonasi entend toujours jouer sa partition dans le renforcement des capacités des hommes de presse. Les journalistes adhèrent de plus en plus par la qualité de leurs écrits. Nous, en tout cas, nous sommes satisfaits parce qu'à travers leurs écrits, nous arrivons à véritablement avoir un certain nombre d'informations précises qui nous aident à réorienter, sinon à améliorer la qualité de service que nous apportons dans nos œuvres sociales. Nous allons tout faire pour que ce concours-là soit perpétué. Les articles retenus à l'issue du challenge social Lonasi ne sont point jetés dans la nature, et pour cause. Nous avons réorienté l'œuvre sociale que nous avons faite dans la région de Ouragayo, où il était au départ prévu qu'on fasse une école primaire, et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin criant à d'adduction d'eau, et où on a pu changer la mission première de l'œuvre. Ce sont ce genre de choses-là qui nous permettent, vos écrits qui nous permettent d'améliorer, d'affiner et de coller vraiment être très proche des populations par rapport à la satisfaction de leurs besoins. Créé en 1970 en vue de permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'organiser et de contrôler le secteur des jeux de hasard, la Lonasi a pour mission de réaliser des investissements à caractère social et culturel partout dans le pays.
Et cette fois-ci, dans le domaine de la santé, l'entreprise Azito OEM célèbre la journée internationale de la lutte contre le paludisme le 25 avril dernier. En marge de cet événement, l'entreprise de production d'électricité Azito OEM a organisé ce mercredi une rencontre pour sensibiliser la population sur cette maladie tropicale. On écoute Max Soubi. Éliminer le paludisme est une priorité pour les objectifs du développement durable. Ce credo de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est partagé ici par l'entreprise de production d'électricité Azito OEM à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le paludisme. Pour lutter contre cette maladie, dans le village d'Azito, l'entreprise Azito OEM compte mener plusieurs actions. Des actions qui se déclinent entre autres par la sensibilisation de toutes les communautés des villages d'Azito et de Béago. Cela autour des pratiques essentielles d'hygiène, de salubrité et de vie dans un environnement sain. Nous nous inscrivons dans tout ce qui est protection de l'environnement, de développement durable et de bien-être des populations. Suivant également l'opération Grand Ménage initiée par le ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable, l'enjeu utile aujourd'hui, comme à l'accoutumée, d'accompagner encore le centre de santé communautaire d'Azito, le village d'Azito, le village de Béago, pour les sensibiliser véritablement aux bonnes actions, aux bonnes pratiques, pour pouvoir effectivement lutter contre le paludisme, qui demeure réellement une pandémie. Si pour l'entreprise voisine du village d'Azito, cette action s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale, pour les populations, elle rime plutôt avec l'humanité. Azito OEM accompagne la politique de développement et du bien-être de la communauté villageoise d'Azito. Donc je dirais en un mot que nous sommes satisfaits de ce partenariat, de cette collaboration avec cette unité de la centrale thermique d'Azito qui ne ménage aucun effort toutefois qu'on a eu besoin d'elle. Un exposé sur le paludisme a notamment été présenté par le médecin-chef du centre de santé communautaire d'Azito. Le tout chapeauté par la démonstration pratique de l'utilisation d'une moustiquaire imprégnée. Et nous terminons cette édition du côté de Bétier où Jean-Marie Adiafi a été célébré par l'amicale des fonctionnaires et agents de l'État du département de Bétier. Il s'est agi de retracer l'incroyable parcours du philosophe et homme de culture Jean-Marie Adiafi. On écoute Corona Sekongo. C'est par des chants et des actes de procession sur la terre natale de Jean-Marie Adiafi qu'a débuté l'activité de l'amicale des fonctionnaires et agents de l'État de Bétier le 20 avril dernier, suivie d'une conférence en présence des autorités administratives. Cette conférence sous le thème Jean-Marie Adiafi, sa vie et son œuvre a été pour les habitants de Bétier la bienvenue, car elle leur a permis d'avoir une connaissance sur l'illustre personnage de Jean-Marie Adiafi. L'amicale des fonctionnaires et agents de l'État de Bétier, par son président, a porté son choix sur l'homme de culture Amoa Urbain, ami de Jean-Marie Adiafi, pour animer la dite conférence en l'honneur de ses activités de l'année 2018. C'est un éclairage important que le professeur Amoa Urbain a apporté à l'auditoire, à tous ceux qui étaient présents dans la salle, mais spécialement aux fonctionnaires et agents de l'État que nous sommes. Nous, je l'ai dit tantôt, nous cherchons à connaître l'homme. Et celui qui est venu était l'ami de Jean-Marie Adiafi. Celui qui est venu était dans l'intimité de Jean-Marie Adiafi. Et son intervention l'a prouvé. Sa conférence nous a édifiés, que nous ne sommes pas trompés et que nous n'avons pas fait le mauvais choix. Pour sortir de cette conférence, nous connaissons davantage qui est Jean-Marie Adiafi, combattant pour la culture africaine en général et ivoirienne en particulier. Une activité saluée par le professeur Amoa Urbain. La culture africaine se doit d'être valorisée. Une pensée partagée par Jean-Marie Adiafi à travers ses œuvres qui constituent un héritage culturel pour toutes les générations. Pour le conférencier, c'est qu'il y a de bon ailleurs, il y en a aussi chez soi. D'où la revalorisation du bossonisme en signature de Jean-Marie Adiafi. Sous complexe d'infériorité, on a donc pensé que nos valeurs n'étaient pas des valeurs. Et avec Jean-Marie Adiafi, tout le travail est fait sur le bossonisme, donc sur la spiritualité négro-africaine. Il fallait
environ 20 ans après son décès, se retrouver ici sur invitation de l'amicale des fonctionnaires et agents de l'État pour justement interroger son œuvre. C'est par une visite guidée que le conférencier s'est rendu au musée Jean-Marie Adiafi comme pour dire que l'auteur de la carte d'identité n'était jamais parti. Il demeure par ses œuvres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis.